Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, on va parler d'architecture, d'urbanisme et d'utopie. Je vais vous emmener à la découverte d'endroits et d'expériences, certaines connues, d'autres moins, dans lesquelles s'est exprimée l'ambition ou le projet de construire des communautés idéales. Ou alors, plus modestement, de perfectionner la société à travers l'urbanisme. En fait, c'est une aspiration très ancienne, pas une lubie moderne. Déjà dans l'Antiquité grecque, des penseurs ont écrit sur le type de ville, le type d'urbanisme et d'organisation politique, du travail et des autres activités que pourrait adopter une société idéale. Évidemment, tous les choix faits en matière d'architecture et d'urbanisme ne visent pas à établir une société parfaite. Mais ils sont quand même toujours inséparables de certaines questions. Comment les gens vivent, ou voudraient, ou devraient vivre? Comment est-ce qu'ils vont se déplacer? Quels espaces doivent être consacrés à la sphère publique et à la sphère privée? C'est une banalité de dire ça, mais la façon dont on construit des villages, des villes ou de très grandes cités, ça en révèle beaucoup sur notre façon de vivre, nos priorités, nos valeurs, et peut-être aussi qu'elles les influencent en retour. Et si une société construit la ville à son image, est-ce que justement ça ne pourrait pas marcher dans l'autre sens? Est-ce que des formes d'architecture, d'urbanisme, ne pourrait pas changer la société, la rendre plus harmonieuse, plus performante, plus stable, plus heureuse? Et vous voyez tout de suite les questions politiques, morales, éthiques que ça soulève. Qui en décide? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'il faut accepter l'héritage du passé ou partir d'une feuille blanche? Ou tout simplement, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que les utopies urbaines ne sont pas vouées à l'échec? On va passer en revue beaucoup d'expériences historiques qui vont nous emmener autour du monde, de la France aux États-Unis, en passant par le Brésil, et je vais insister plutôt sur différentes utopies urbaines des 19e et 20e siècles, à grande ou à petite échelle, c'est-à-dire de villes entières, parfois avec l'ambition de créer des communautés idéales, à des projets plus modestes, plus resserrés, des quartiers ou des programmes immobiliers, avec des ambitions comme promouvoir l'harmonie, l'émancipation ou la santé, à travers de nouvelles formes d'urbanisme et d'architecture. En particulier, je vais vous parler des projets qu'un utopiste du XIXe siècle, Charles Fourier, a inspirés. Et ils vont nous emmener du nord de la France au Texas. Les expériences concrètes qu'il a inspirées, qui visaient à établir un nouveau type de société, n'ont pas vraiment prospéré, mais certaines ont duré plusieurs décennies. Et c'est intéressant de voir comment elles ont évolué. On verra aussi comment l'urbanisme au XXe siècle et la vision de l'être humain, ou de ce qu'il devrait être, ont produit de nouvelles formes d'habitat. On parlera de Le Corbusier, un architecte franco-suisse qui a inventé des types d'habitation collective qui existent encore en France et en Allemagne. On ira en région parisienne pour parler de projets de logement des années 80, comme les espaces d'Abraxas à Noisy-le-Grand. On parlera des villes nouvelles d'après la Deuxième Guerre mondiale, en Grande-Bretagne et en France, ou encore on ira à Brasilia, la capitale très planifiée que le Brésil a construit depuis les années 60. Pour chacun de ces projets, on verra quelle était la vision, le contexte historique qui les a vus naître, les contraintes, et comment ça a tourné. Pas toujours très bien. Mais la constante, c'est plutôt que ça a rarement évolué selon les plans initiaux. Bien souvent, ces projets se sont transformés, leurs habitants se les sont appropriés,
pour en faire autre chose. Et justement, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe quand des idéaux rencontrent la réalité avec son chaos et ses ambiguïtés. En plus de tout ça, on ira aussi plus loin dans le passé pour voir un peu comment la planification urbaine et les idées sur le sujet se sont exprimées dans l'Antiquité, au Moyen Âge ou à la Renaissance. Donc ça nous fait énormément de choses à voir. Ça va nous occuper sur 2 épisodes. Celui-ci est le premier et le second arrivera bientôt, dans 2 semaines. Installez-vous confortablement. Merci de prendre un instant pour liker, commenter ou vous abonner à cette émission. Et on est parti. Avant de remonter le temps jusqu'à l'Antiquité, je vais vous parler d'une histoire un peu oubliée qui va nous emmener de la France à l'Amérique, parce qu'elle illustre comment une utopie sociale a pu conduire à la création d'un ensemble architectural qui a essayé d'inventer une autre forme de vie et qui a duré pendant des décennies. En particulier, on va s'intéresser au familistère de Guise. Mais prenons les choses dans l'ordre, et pour comprendre tout ça, il faut s'intéresser à l'histoire du socialisme. Aujourd'hui, quand on pense aux figures fondatrices du socialisme, on a tendance à citer des personnages très célèbres comme Marx ou Engels, et effectivement, ils ont été très influents. Mais une pensée et des théories socialistes sont apparues bien avant eux. Avant que Marx publie ses théories, qui finiront par inspirer des révolutions communistes qui s'en réclameront, il y avait eu des penseurs critiques dans la première moitié du XIXe siècle, qui avaient tenté d'imaginer de nouveaux modèles de société qui libéreraient la classe ouvrière et amélioreraient ses conditions de vie. Le courant de pensée marxiste est très ambitieux dans sa façon d'embrasser la réalité, c'est-à-dire qu'il se veut très englobant, on pourrait dire holistique presque. Il fournit une description de la société, de l'histoire, il a pour ambition de révéler des mécanismes de pouvoir et d'exploitation qui connectent la structure de la société dans son ensemble et la vie quotidienne, matérielle des personnes. En plaçant les classes sociales et les dynamiques économiques au centre de sa lecture de la société, il ne laisse personne indifférent ou pas concerné. Tout le monde est partie prenante de l'économie et peut se situer quelque part dans cet espace social tel que Marx le décrit. Donc son amplitude et son ambition sont gigantesques. Et cette dimension englobante, plus le fait qu'il dessinait une voie vers un autre type de société, ça a sans doute rendu le marxisme extrêmement attirant pour au moins plusieurs générations. Il y a une variété d'interprétations et de stratégies chez les militants politiques d'inspiration marxiste, mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est la certitude d'avoir vu la lumière d'une certaine manière, d'avoir compris quels étaient les ressorts profonds, les vrais mécanismes sous-jacents de la société. Mécanismes de pouvoir, de domination, de reproduction sociale, imbriqués ou produits par le capitalisme et capables d'expliquer à peu près tout dans l'espace social, de l'histoire au conflit, en passant par les inégalités ou les injustices. Marx est à la fois sociologue, économiste, philosophe. Sa pensée est très vaste, elle n'est pas juste une théorie économique ou une description de la société. Donc cette ambition, plus cet horizon d'établissement d'une société meilleure, plus quelques décennies plus tard le succès de la révolution russe, tout ça a fait du marxisme une sorte de machine de guerre intellectuelle, si bien qu'au XXe siècle, il a fini par quasiment se confondre avec le socialisme, à marginaliser d'autres courants de pensée qui ne partaient pas forcément des mêmes prémices. Prémices comme la lutte des classes ou le rôle central du capitalisme. Parce que, avant Marx ou à son époque,
il y a eu d'autres penseurs socialistes qui ont tenté de penser des réformes ou des révolutions avec des angles différents. Par exemple, l'anarchisme. C'est un courant qui a toujours été plus ou moins marginal, qui existe encore, et qui est plus ancien que le marxisme. Il y a eu différentes pensées anarchistes, mais le père fondateur du courant anarchiste, c'est un politique et philosophe français, Pierre-Joseph Proudhon. Une figure très subversive à son époque, c'est lui notamment qui a forgé cette expression « la propriété, c'est le vol ». Donc un personnage très radical, dont les idées politiques sont vues avec horreur par les conservateurs et les classes aisées en France à son époque. Il meurt en 1865. Mais encore avant Proudhon et avant l'anarchisme, il y a eu des penseurs du XVIIIe siècle et du début du XIXe qu'on a appelés des socialistes utopistes. Ils ne se qualifiaient pas eux-mêmes d'utopistes. C'est un label qui leur a été attribué plus tard, en particulier attribué de façon un peu dénigrante par d'autres socialistes, au motif que leurs propositions auraient été naïves ou déconnectées de la réalité sociale, ce qui les aurait rendues inutiles. En tout cas, c'est vrai que la pensée des socialistes utopistes était beaucoup moins révolutionnaire ou subversive pour la société de leur époque. En général, ils ne pensaient pas qu'une lutte des classes ou une révolution soit nécessaire pour que le socialisme réel émerge. Ils pensaient que les gens de toute classe sociale abandonneraient volontairement leur place, leur propriété et leurs privilèges ou leur pouvoir pour participer à de nouvelles formes d'organisation sociale, fondées sur l'harmonie, la coopération et la prospérité partagée. Ces nouvelles façons de vivre et d'être en relation avec les autres seraient suffisamment attractives, désirables, pour s'imposer avec le temps. Donc au lieu de préparer la révolution pour prendre le contrôle de l'État et refonder la société sur de nouvelles bases, ils étaient plutôt intéressés par l'invention de nouveaux types de sociétés, de nouvelles communautés, des projets qui pourraient être expérimentés à petite échelle pour démontrer leur mérite, leur supériorité sur la société de l'époque et servir de modèle. Ce courant de l'utopie socialiste, cette idée de créer un modèle qui pourrait inspirer le reste de la société, peut d'ailleurs être retracée chez d'autres penseurs européens depuis la Renaissance. Elle va s'adapter à la révolution industrielle pour intégrer la réalité de la condition ouvrière. Pour se limiter au XIXe siècle, au Royaume-Uni par exemple, on trouve un entrepreneur du textile gallois, Robert Owen, qui a inspiré la création de différentes communautés centrées sur des coopératives aux États-Unis. Une autre grande figure de ce mouvement, en France, c'est Charles Fourier. Fourier a aussi inspiré la création de communautés utopiques, on va le voir, et il a avancé des idées qui apparaissaient très radicales à son époque, au début du XIXe siècle, mais qui se sont parfois normalisées. Par exemple, il a des idées sur l'émancipation des femmes, en affirmant que le progrès social se mesure à leur degré de liberté. À une époque où l'inégalité en droit entre les hommes et les femmes est inscrite dans les lois explicitement. Donc, quelle est cette vision de Charles Fourier pour ce qui est de l'organisation sociale? Il pense que la clé d'une société prospère, heureuse et juste, c'est la coopération entre individus. Et donc que tout doit être fait pour promouvoir cette coopération, d'où spontanément surgirait une harmonie. Alors il imagine des communautés de quelques centaines de personnes, qu'il appelle des phalanges, qui vivraient dans des bâtiments, des immeubles d'habitation, dans lesquels les plus riches vivraient en hauteur, dans les étages élevés, et les plus pauvres proches du rez-de-chaussée.
Donc il accepte l'existence d'inégalités de richesse et de classe sociale. D'ailleurs, il les voit comme quelque chose d'inévitable, voire de naturel. Par contre, il s'intéresse à l'origine des revenus. La richesse de quelqu'un n'aurait dépendu que de son travail, et de rien d'autre. Pas de revenus tirés de la propriété. Et le revenu de chaque personne serait déterminé purement par l'offre et la demande de travail dans la communauté. Si tout le monde veut le même travail, parce qu'il est plus désirable, plus facile ou plus gratifiant, alors le surcroît d'offres va faire baisser son prix. Pour l'avoir, il faudra accepter des revenus inférieurs. À l'inverse, les travaux dont personne ne veut, parce que plus pénibles ou moins bien considérés, rapporteraient plus, là encore par le jeu de l'offre et de la demande. Et ça permettrait à chacun d'obtenir un travail et une rémunération conforme à ses aspirations, selon qu'il privilégie le revenu ou le contenu du travail. Chacun pourrait y trouver un équilibre satisfaisant. Et ça ne serait toujours que temporaire. Pour éviter l'ennui et que le travail soit plus varié et agréable, le marché de l'emploi serait réinitialisé régulièrement, peut-être même chaque jour, pour que les gens puissent changer d'emploi, rencontrer de nouvelles personnes, et ne pas se retrouver piégés avec des gens qu'ils ne veulent pas voir, tout en ayant l'opportunité de s'adonner à plein d'activités différentes. Autour de ces principes, il élabore un système incroyablement complexe pour réguler sa communauté utopique. En s'appuyant sur sa vision des personnalités humaines et des passions qu'il croise, il obtient 810 profils de caractère ou de personnalité différents. Et pour en placer un de chaque genre dans sa communauté, il en arrive à la conclusion qu'elle aurait besoin de 1620 personnes, 2 fois 810, pour fonctionner de façon optimale. Il essaye vraiment de tout anticiper, de la satisfaction des besoins, compte tenu des contraintes de la condition humaine, jusqu'à garantir un revenu minimal pour ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus travailler. Il pensait ou espérait qu'un système de ce type pourrait placer les personnes dans un état optimal de satisfaction. Satisfaction physique, intellectuelle, émotionnelle, que ça les rendrait heureux. À son époque, peu de gens le prennent au sérieux, et c'est vrai qu'à découvrir la description de son modèle de communauté, on voit tout de suite un grand nombre d'objections. On peut imaginer notamment beaucoup d'objections pratiques, c'est d'une complexité extraordinaire, mais même si on laisse ça de côté, disons qu'au minimum, il part du principe que tous voudraient participer à cette communauté de bonne foi, sans chercher à en retirer plus que ce qu'ils apportent, et sans que s'installe une animosité, ni que s'exprime une soif de pouvoir individuel. Ça s'appuie sur une vision ou un espoir d'être humain naturellement généreux, bon, coopératif, soit par nature, soit capable de devenir tout ça par sa culture. Mais tout le monde ne considère pas que cette vision très optimiste soit crédible. Surtout, on en arrive assez vite à un paradoxe sur lequel butent beaucoup de ces utopies. Elles sont censées être libératrices et elles s'appuient sur la participation volontaire, mais en même temps elles forment des systèmes extrêmement prescriptifs. Certes, vous êtes libre, sauf que l'endroit où vous allez vivre, la façon de trouver un travail, votre gestion du temps, tout ça a déjà été prévu par le modèle utopique. Et ça ne peut pas être flexible puisque les autres en dépendent. Si bien que si on enlève la dimension volontaire, il devient assez difficile de distinguer ce type d'utopie d'un système carcéral. Mais malgré ses limites ou ses critiques, Fourier a eu ses enthousiastes et son modèle de phalange a inspiré des communautés réelles. Pas le modèle exact, parce qu'aucune tentative n'a atteint les 1620 participants nécessaires,
mais plusieurs fois il y a eu des tentatives de s'y essayer. Et beaucoup de ces essais n'ont pas eu lieu en France, mais aux États-Unis. Des communautés inspirées par Fourier qui se sont organisées. Je vais vous parler de 3 d'entre elles. Utopia, dans l'Ohio, une autre appelée La Réunion, au Texas, près de Dallas, et la 3e appelée la Phalange nord-américaine, dans le New Jersey. La première, Utopia, aujourd'hui c'est presque une ville fantôme. Mais à partir de 1844, c'était une ville qui s'est formée par le rassemblement de citoyens américains qui voulaient créer leur société utopique. Et ça commence sous l'égide d'une secte qui possède les terrains et croit que la vie communautaire permettra d'atteindre l'illumination. Elle attire des familles en leur proposant des parcelles de terre et des maisons contre paiement d'un droit d'entrée. Mais cette expérience tourne court au bout de 3 ans, en 1847, à la suite d'une inondation. Et elle va renaître après, avec une inspiration plus proche de Fourier. Tout est réorganisé avec un système économique original qui maintient la propriété privée et une économie de marché. Mais la base des échanges, ça n'est pas l'argent, c'est le temps de travail. Les biens et les services n'ont pas un prix en monnaie, en dollars, mais ils s'échangent contre des billets qui représentent des heures de travail. Si bien que toute personne capable de travailler peut quasiment imprimer sa monnaie, dans la limite de son temps disponible, évidemment. Ce qui lui permet d'acheter des biens et des services contre du travail futur. Par exemple, j'ai besoin d'une douzaine d'œufs, je peux payer avec un bon pour 1 heure de mon travail. Ou plus, ou moins, c'est le marché qui fixe le prix. Cette communauté va croître jusqu'à une 40aine de bâtiments, quelques dizaines de familles. Et parmi ces bâtiments, il y avait notamment 2 magasins de temps, où on pouvait vendre et acheter de la durée de travail. Cette expérience très originale atteint son apogée au milieu des années 1850. Donc elle a connu au moins une certaine réussite à petite échelle. Mais ensuite elle va décliner à cause de la guerre civile américaine, et aussi parce que beaucoup sont venus en espérant que la communauté croisse fortement, qu'elle s'agrandisse. Mais la dynamique n'est pas suffisante. Alors beaucoup de participants se découragent et s'en vont. Un autre exemple, c'est la communauté de la Réunion, créée en 1855 près de Dallas, au Texas. Créée par des colons français, belges et suisses. Eux aussi sont inspirés par le fouriérisme et ils créent un système de coopérative. Les gens peuvent avoir des propriétés privées individuelles, mais la production doit être à l'échelle de la communauté. Et ces profits doivent être répartis entre tous les membres. Là aussi, ça va échouer, mais beaucoup plus rapidement. Pas tant à cause du système qu'ils ont imaginé, mais plutôt à cause de l'endroit où ils s'installent. Ces colons sont 400, tous avec des profils d'ouvriers qualifiés ou d'artisans. Il y a des tisseurs, des brasseurs, des horlogers. Et le problème, c'est qu'au milieu du Texas, à cette époque, il n'y a quasiment aucune demande pour ce qu'ils savent produire. Ils ne sont pas agriculteurs, donc pas très doués pour produire leur propre nourriture. Leurs talents d'horloger ou de tisseur n'ont pas vraiment de débouchés. Si bien qu'au bout de 18 mois, la communauté est complètement ruinée. Et elle se disperse. Mais il y a eu un 3e exemple qui va mieux s'en sortir et durer plus longtemps, pendant 13 ans, la Phalange nord-américaine, en Nouvelle-Angleterre, au New Jersey. Eux aussi sont disciples de Fourier, et un des organisateurs de cette communauté, c'est un écrivain, Albert Brisbane, qui a publié des articles sur Fourier dans des journaux new-yorkais, ce qui a inspiré différentes communautés fouriéristes dans les années 1840.
une souscription est lancée pour financer l'achat d'un grand terrain et la construction d'un phalanstère, le bâtiment ou le groupe de bâtiments où vivra la phalange. Cette souscription publique n'a pas beaucoup de succès et il reste très peu d'argent après l'achat du terrain pour construire les bâtiments et acheter de l'équipement. Mais la communauté parvient quand même à démarrer avec 20 familles et elle progresse jusqu'à compter entre 100 et 150 personnes. L'organisation du travail n'est pas exactement celle prescrite par Fourier, mais elle s'en inspire. Ils définissent différents services ou départements comme agriculture, élevage, fabrication, éducation. Et dans chacun de ces services, il y a des petits groupes de 3 à 7 personnes qui travaillent ensemble sur des tâches spécifiques. Les gens sont payés à l'heure, avec une prime pour les tâches moins attirantes, celles que peu de monde demande, et une pénalité pour celles que tout le monde veut faire. Les participants sont aussi constamment invités à voter. Chaque groupe de travail élit son représentant. Les représentants des groupes élisent un chef de service, et les chefs de service élisent le chef de la communauté. Régulièrement, on rebat les cartes en refaisant des élections. Et en plus de ça, ils évaluent aussi leurs collègues de travail. Évaluation qui entraîne des bonus et des pénalités sur les salaires. Ce système d'évaluation, dans tous les sens, doit encourager les bons comportements. Mais vous voyez tout de suite les problèmes qu'il peut poser. Tout le monde se retrouve constamment scruté par les autres et dépendant de leurs évaluations. Malgré ces risques, il semble que la communauté ait eu une atmosphère plutôt positive, agréable, pendant des années. Il s'y organise des concerts, des pièces de théâtre, des bals, tout ça organisé par le service des loisirs et des distractions. Les gens se rencontrent et ils socialisent beaucoup en dehors des heures de travail, dans des promenades, des jeux de société, comme des jeux de cartes. Ils chantent ensemble et ils reçoivent aussi beaucoup de visites extérieures à la communauté, de membres de leur famille ou de curieux simplement, venus voir à quoi ressemble cette expérience sociale. Les visiteurs vont être plutôt conquis. Beaucoup décrivent l'ambiance comme celle d'un village idéal de Nouvelle-Angleterre. Mais là encore, même si ça semble avoir fonctionné quelques années, avec des participants qui se lancent dans le projet très motivés, ça va finir par se détériorer. On leur avait vendu un horizon de transformation sociale, mais aussi d'abondance économique. Après quelques années, ça ressemble plutôt à un groupe amical de voisins qu'à une société nouvelle. Et surtout, l'abondance économique n'est pas du tout au rendez-vous. La communauté ne s'avère pas très productive, ce qui est assez logique. Elle produit à petite échelle, les rôles changent régulièrement. La motivation au travail est censée venir seulement de l'envie de bien faire. Pourquoi pas, mais on peut aussi facilement imaginer que ça ne va pas pousser à se donner à fond au travail. En tout cas, en l'espèce, ça n'a pas été le cas. Et donc, le résultat direct, c'est que la communauté est de plus en plus pauvre. Elle a du mal à rembourser les prêts qui ont été contractés pour pouvoir démarrer. Une autre critique qui s'y lève, c'est celle du système hyper-démocratique. Les gens sont constamment en train de voter, d'organiser leur tour de travail, de légiférer sur la communauté. Certains adorent ça, mais pour beaucoup c'est totalement épuisant. Ça draine leur énergie. D'ailleurs, cette impossibilité pratique de l'hyperdémocratie, où on débat de tout, tout le temps, c'est quelque chose qui ressurgit régulièrement dans les mouvements d'extrême gauche. Ils demandent tellement d'énergie pour leur seul fonctionnement, entre les débats interminables, les consultations de la base, l'impression que ceux qui auront le dernier mot ne sont pas forcément les plus rationnels ou les mieux informés, mais plutôt les plus endurants à supporter tout ça. Ce type de mécanisme, c'est peut-être souvent ce qui empêche ces mouvements de croître au-delà de quelques dizaines ou quelques centaines de militants ultra motivés.
et comme leur réalité quotidienne, ça devient cette conversation constante sur leur propre fonctionnement, leur raison d'être originelle peut être perdue de vue. Et ils ont une forte propension à la scission, en factions multiples. En tout cas, pour ce qui est de la phalange nord-américaine, en 1854, elle subit un incendie qui détruit son moulin. Elle se retrouve criblée de dettes et elle finit par se dissoudre en 1856. Cette phalange et les autres exemples que je vous ai donnés, ça ne sont que quelques-unes de plus de 30 communautés d'inspiration fourriériste qui ont tenté leur chance aux États-Unis dans les années 1840-1850. Aucune d'entre elles n'arrive vraiment à s'installer dans la durée, mais la plus grande expérience de ce type, et celle-là va avoir plus de succès, ou en tout cas durer plus longtemps, est encore à venir, et elle nous ramène en France. En 1859, commence la construction du Familistère, une petite ville créée par un industriel français idéaliste pour ses employés et leurs familles. Le fondateur, c'est Jean-Baptiste Gaudin. Il a commencé sa carrière avec un petit atelier, hérité de son père, et comme d'autres petits entrepreneurs de la révolution industrielle, il voit son entreprise croître très fortement. Il fabrique surtout des poêles à charbon, les poêles Gaudin, dont la France s'équipe, et il en devient un des plus grands fabricants en France, avec 1500 employés dans son usine de Guise, dans l'Aisne, au nord de Paris. Mais Gaudin a commencé lui-même comme ouvrier dans l'atelier de son père, et il sait à quel point le travail et la vie des ouvriers de l'industrie peuvent être durs à cette époque. C'est 6 jours par semaine, des journées très longues, mal payées, et à l'extérieur du travail, souvent des conditions de logement indignes. Il a aussi lu Fourier et décidé de se consacrer à la réalisation de ce type de projet utopique. D'ailleurs, il finance une grande partie de cette communauté au Texas, La Réunion, dans les années 1840, dont je vous parlais avant. Cette aventure américaine, ça lui a coûté 1/3 de sa fortune, mais avec le temps, il se refait et il n'abandonne pas. Ce qu'il veut vraiment, c'est offrir une alternative dans la société industrielle capitaliste qui est en train d'émerger au cours du XIXe siècle. Il s'agit d'offrir aux ouvriers le type de confort matériel et de liberté effective, pas théorique mais réelle, que seule la classe bourgeoise peut avoir à cette époque. C'est avec ce projet qu'en 1859, il commence à construire une communauté autour de son usine. Et plus tard, il va transformer l'entreprise en coopérative. Donc les employés en deviennent propriétaires, et les profits doivent servir à financer l'éducation, la sécurité sociale et différents services pour tous les employés qui y travaillent. Il ne copie pas directement le modèle de Fourier, parce qu'il est bien conscient de la difficulté de le reproduire dans le monde réel. Il a un certain sens pratique, ayant lui-même travaillé dans l'industrie. Mais il en tire différents éléments. Déjà, il rejette le logement individuel, dans des maisons séparées les unes des autres. Et au contraire, il opte pour un modèle de logement collectif, parce qu'il pense que vivre proches les uns des autres et mettre les ressources en commun va permettre d'offrir aux travailleurs l'équivalent de la richesse. De quel équivalent on parle? Déjà vivre dans de grands bâtiments soignés esthétiquement, qui ressemblent à des palais. D'ailleurs, il appelle son projet le palais social. En plus de la taille et de l'esthétique, ils auraient accès à des services comme des crèches, ce qui libérerait les femmes d'une partie du travail domestique. Ils auraient aussi accès immédiat à une école, un théâtre, des bains, une piscine, une bibliothèque. À travers cette mise en commun des ressources, tous auraient accès à ce qui est à l'époque du grand luxe. On obtiendrait des ouvriers vivant concrètement comme des riches,
au moins en partie, par leur accès à ces installations et à ces services. Gaudin crée aussi un système de sécurité sociale pour ses employés et leurs familles, qui fournit une assurance contre les accidents du travail, contre la maladie, et une retraite quand ils arrêtent de travailler. Dans ce domaine, il n'est pas le seul à son époque. Ça reste des expériences isolées et pas une norme, mais il y a d'autres expériences de sécurité sociale qui sont tentées en Grande-Bretagne, soit impulsées par des patrons avec une préoccupation sociale, soit par des associations ouvrières qui se sont organisées. Les gens qui vivent dans ce palais social y découvrent une architecture pensée pour servir ces idéaux. Tous les appartements sur plusieurs étages ont des fenêtres vers l'extérieur, mais une entrée qui donne sur une cour centrale, lumineuse, grâce à une coupole de verre. La grande époque des architectures en fer et en verre, comme les gares, a déjà commencé. Les appartements ont tous l'eau courante, des salles de bain, du chauffage. Dans les années 1850-1860, tout ça c'est du luxe. Et depuis le palais social, les habitants peuvent aller facilement à une bibliothèque. Il y a des spectacles organisés. L'école est obligatoire jusqu'à 14 ans, ce qui à cette époque est largement plus que l'exigence légale. Dans les années 1850, les enfants en France peuvent légalement travailler à partir de 10 ans. C'est devenu assez mal vu, parce que la société a commencé à se révolter contre ça, mais ça a existé, et ça ne sera interdit que plus tard par des lois sociales. Donc ce palais social améliore considérablement les conditions de vie par rapport aux normes de l'époque. Pour autant, ça ne se passe pas sans critique. Déjà, il y a une critique socialiste de ce type d'initiative, au motif que ce type de solution ne pourrait pas être étendu à toute la société. Elle dépendrait du bon vouloir d'un patron. Et c'est vrai, c'est factuel, que Gaudin était plutôt un original à son époque. Son palais social ne représente pas du tout la réalité de la vie ouvrière des années 1850 ou 1860. Une autre critique, justement, c'est l'accusation de paternalisme. Et là aussi, c'est vrai que cette expérience est profondément paternaliste. Pourquoi ça ? Quand la révolution industrielle commence, une nouvelle classe ouvrière apparaît, qui vient en grande partie des campagnes et dont les effectifs s'accroissent en Europe occidentale. En Grande-Bretagne, cette classe ouvrière va même devenir plus nombreuse que celle des paysans. Pas en France. Mais dans tous les cas, l'expansion du monde ouvrier crée des besoins de logement gigantesques. Il faut loger les ouvriers à proximité des usines et des mines, et construire aussi pour en attirer plus. Cette nécessité fait apparaître des cités ouvrières autour des lieux de production, généralement sous forme de longues lignes de petites maisons identiques. Et comme ces cités ouvrières sont parfois loin des villes et des fermes, il faut aussi y construire des magasins, des écoles, des églises, pour qu'elles soient vivables. Construire ces logements et ces infrastructures repose sur les entreprises, les compagnies minières et industrielles, qui évidemment servent leurs intérêts. Elles ont besoin d'ouvriers, et parfois elles manifestent un souci de bien-être pour leurs employés, mais ça ne change rien au fait que les ouvriers qui s'y installent finissent par dépendre entièrement de leur employeur. Non seulement pour leur travail, mais aussi tous les autres aspects de leur vie. Le logement, l'éducation des enfants, l'accès à des médecins, des transports, tout. Et ça garantit qu'ils ne puissent pas partir, qu'ils ne se révoltent pas contre leurs conditions de travail, ni qu'ils demandent trop d'augmentation de salaire, parce que s'ils perdent leur emploi, ils perdent aussi leur foyer et toute leur vie sociale. Pour comprendre la conflictualité de cette époque, la création de syndicats, l'adoption des thèses socialistes, ou l'invention de formes de mutualisme dans le milieu ouvrier,
Il faut garder ça en tête. Ce sont des formes de réaction à la situation d'extrême faiblesse des ouvriers face à leurs employeurs. Certains de ces employeurs sont sans doute tout à fait sincères dans leur volonté d'améliorer la condition ouvrière, en leur fournissant tout ce qu'ils estiment nécessaire. Mais ça ne change pas le fait que cette relation, le pouvoir de décision, reste dans les mains du patron. C'est sa vision de ce qu'est une bonne vie qui s'impose. Ça laisse peu de place à la liberté de choix de l'ouvrier. C'est du paternalisme. Et Godin n'y échappe pas. Il a défini par avance les grandes lignes de la vie qu'il veut offrir à ses employés. Il veut leur bien, mais pas en dehors des principes qu'il a fixés. Par exemple, il est athée, et il exclut d'office tout lieu de culte à proximité du palais social. Un autre exemple, c'est que l'architecture des appartements comprend des fenêtres qui donnent sur la cour intérieure. Certes pour la lumière, mais il est aussi interdit aux résidents de mettre des volets ou des rideaux, de telle sorte qu'on puisse voir ce qui se passe dans les appartements. C'est assumé comme un moyen de pression sociale pour que tous entretiennent bien leur intérieur et qu'une fois chez eux, ils se comportent correctement, entre guillemets. En fait, c'est un dispositif de surveillance, perçu par ses concepteurs comme vertueux, certes, mais qui concrètement réduit le droit à l'intimité. Aujourd'hui, ce type de dispositif est plutôt caractéristique des prisons, ce qui est assez révélateur. Malgré cette vie encadrée, les ouvriers qui peuvent vivre dans le palais social ont un niveau de confort exceptionnel pour des ouvriers à cette époque. Et ils vont s'attacher à cette communauté et au bâtiment. Tout le système dépend pour son financement de la bonne santé de l'usine. Et heureusement, l'usine va prospérer longtemps après la mort de Godin. Il meurt en 1888. Les poêles Godin se vendent bien jusque dans les années 1960. Et pendant tout ce temps, 3 ou 4 générations, le palais social de Guise reste habité par des employés. Mais le système ne reste pas intact. Peu à peu, avec le temps, son esprit de coopérative des débuts va se déliter. Déjà parce que les résidents se refusent de plus en plus à payer pour les services communs. Ensuite parce que le niveau de confort qu'offrait le palais social était exceptionnel pour des foyers modestes au XIXe siècle. Mais avec le temps, il est rattrapé par le niveau général du logement en France, notamment dans les années 50 et 60. À cette époque, il y a une crise aiguë du logement, mais on construit aussi beaucoup. Et les normes, c'est-à-dire l'eau courante, les salles de bain, le chauffage, la lumière, rattrapent ou parfois dépassent le palais social. Les cadres de l'entreprise ont tendance aussi à le quitter pour habiter à l'extérieur, parce qu'ils le peuvent financièrement, dans des maisons individuelles. Donc la mixité sociale a tendance à y disparaître. Et dans les années 60, la santé de l'entreprise va se détériorer. En 1968, l'usine est vendue et les appartements du palais social deviennent privés. Ils sont vendus à leurs occupants. Et la coopérative disparaît. Le palais social devient une résidence d'habitation, comme beaucoup d'autres. Et l'expérience de Godin se termine comme ça. Le bâtiment existe toujours, le familistère de Guise. Il a perdu sa dimension d'utopie sociale paternaliste, mais il reste marqué par une histoire assez unique. Donc c'était une longue parenthèse à travers cet exemple, mais je pense qu'il illustre bien comment imaginer une autre société, ou essayer de réformer celle qui existe, sont des choses inséparables de l'architecture et de l'urbanisme. Et la prise de conscience que les deux sont inséparables, qu'on est aussi ce qu'on habite, et que le lieu de vie est un dispositif qui peut nous influencer, c'est quelque chose de bien antérieur au XIXe siècle. Alors, remontons un peu plus le temps pour aller voir ce qu'on en a pensé avant, depuis l'Antiquité.
la plupart des villages, des bourgs, des villes sont apparus assez spontanément, c'est-à-dire qu'ils ont commencé comme des lieux de peuplement, choisis pour une situation avantageuse qu'ils offraient. L'accès à l'eau, un relief propice, la disponibilité de terres cultivables à proximité. Et ensuite, ils ont grandi au fil des siècles, de façon assez organique, en fonction des besoins, et parfois avec des correctifs décidés par les autorités. Certaines villes ont pu à un moment être presque entièrement reconstruites, soit parce qu'elles avaient été détruites dans des conflits ou des incendies, soit parce que la décision en est prise par le pouvoir, et on leur applique à ce moment-là certains principes d'urbanisme et certaines normes sociales. Mais ça n'en fait pas des villes utopiques. Pour en être une, il faut qu'il ait existé un projet préalable à la fondation, qu'on soit parti d'une sorte de page blanche, avec des ambitions bien définies. Une ville utopique ou idéale, c'est une cité modèle, formant un système censé apporter l'harmonie, la stabilité, la perfection, ou tout type d'organisation sociale qui est considérée comme désirable. Une trace très ancienne de projet d'ériger une cité idéale, c'est le mythe de la tour de Babel. Selon cette histoire, qui est située après le déluge, qui aurait éliminé une grande part de l'humanité, les survivants auraient formé un seul peuple, parlant un seul langage. Et ils se seraient mis d'accord pour construire une ville et une tour tellement haute qu'elle atteindrait le ciel. Dieu en aurait pris ombrage, et pour les en empêcher, il aurait multiplié les langues, de telle sorte que les hommes ne pouvaient plus se comprendre entre eux, ce qui les aurait amenés à abandonner ce projet pour s'éparpiller autour du monde. On trouve en fait dans les traditions sumériennes et assyriennes des mythes encore plus anciens que celui-ci, qui aurait pu en être l'inspiration. Mais à part sa fonction principale, qui est de transmettre un avertissement, ne pas défier Dieu, le mythe de la tour de Babel révèle aussi une aspiration humaine, celle de construire quelque chose de parfait, une œuvre qui donnerait à ses constructeurs un statut supérieur, qui élèverait l'humanité. La civilisation antique qui développe la réflexion la plus profonde et diversifiée sur l'organisation politique, sur ses fondements et ses formes, c'est sans doute la Grèce. Un exemple célèbre, c'est l'œuvre la plus connue de Platon, la République, qui est écrite sous forme de dialogues, dans lesquels Platon expose des idées sur la justice et ce qu'une cité-État juste et ordonnée devrait être. Mais les penseurs grecs ont produit beaucoup d'écrits et de préconisations sur le fonctionnement des communautés politiques et les villes dans lesquelles elles devraient vivre. En même temps, les Grecs sont de grands fondateurs et bâtisseurs de cités, parce que leurs cités-États, à l'époque archaïque et classique, fondent des colonies autour de la Méditerranée, des villes nouvelles qui vont être influencées par ces idéaux. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, ils introduisent le plan en damier dans plusieurs nouvelles colonies. C'est-à-dire que le plan de la ville est anticipé. On ne la laisse pas se développer au hasard et dans l'anarchie, mais on trace par avance des axes de circulation qui se croisent à angle droit. Les Grecs ne sont pas les tout premiers à dessiner des plans en damier, mais derrière ce type de plan, ce qu'il y a en fait, c'est une recherche d'optimisation et de planification. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, un ingénieur et architecte appelé Hippodamos de Milet, pousse à l'adoption généralisée de ce plan en damier. Il est notamment crédité d'avoir dessiné les plans du port d'Athènes, le Pirée. Et par la suite, on va voir dans ce type de plan, de structuration de l'espace, un idéal. Aristote, par exemple, va louer Hippodamos en affirmant que la façon dont il structure l'espace urbain est une traduction matérielle de la République idéale. Des lignes claires,
rationnelle, optimisée et aussi égalitaire entre les citoyens. Tous ont accès au même plan. Aristote, justement, a passé du temps à théoriser comment une organisation politique rationnelle et harmonieuse devrait fonctionner. Les Grecs vont aussi théoriser les villes comme des zones constituées de différents espaces, notamment en faisant une distinction entre l'espace privé et l'espace public. Évidemment, la division entre public et privé apparaît spontanément dans toute ville. Il y a des habitations dont l'accès est réservé à leurs occupants et à ceux qu'ils veulent y convier, et il y a des espaces publics, comme les rues ou les places. Mais les Grecs vont plus loin parce qu'ils s'emparent de cette division de l'espace pour réfléchir sur ce qui devrait être privé, ce qui devrait être public, et si tous les espaces publics devraient être accessibles à absolument tout le monde. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi des espaces semi-publics ou semi-privés, par exemple? Parce qu'en fait, cette dichotomie entre public et privé, elle n'est pas toujours suffisante pour classer les espaces. Par exemple, si vous pensez à là où vous habitez, à moins que ce soit dans un hameau ou une maison isolée, il y a toute une géographie autour de vous, faite de lieux avec des statuts et des importances divers. Déjà, il y a des lieux privés, des logements ou des bureaux auxquels vous ne pouvez accéder que si vous les possédez, ou si vous les louez, ou si vous y êtes invité explicitement. Il y a aussi des espaces totalement publics, comme les rues ou les parcs, où tout le monde peut aller. Et il y a plein d'espaces qui sont entre les deux. Certains peuvent avoir des propriétaires privés, mais être ouverts au public, comme des magasins, des centres commerciaux, ou des salles de spectacle et des cinémas. Il y en a d'autres qui sont aussi ouverts, en théorie, à quiconque veut entrer, mais qui s'adressent en fait à une communauté particulière, comme les lieux de culte. Il y a aussi des lieux ouverts en théorie à tous, mais dont l'accès est restreint à ceux qui en ont besoin. Par exemple, une école ou un hôpital. On ne va pas y laisser entrer n'importe qui à n'importe quel moment. On l'oublie parce qu'on vit dedans, mais en fait cet espace urbain et ses codes, c'est quelque chose qu'on apprend. On se fabrique une carte mentale qui se superpose à la carte géographique et qui nous permet de savoir où on est censé entrer ou pas et comment se comporter selon les lieux, les espaces dans lesquels on est. Cette géographie urbaine qui donne un sens aux lieux, c'est quelque chose qui reflète la vie sociale, ses priorités, ses valeurs majoritaires, ses variations. Et c'est aussi quelque chose qui peut influencer. Si on y pense, les implications et la nature de la socialisation vont être très différentes selon que dans une communauté humaine, les lieux de socialisation vont être des parcs, ou des entreprises, ou des églises, ou des centres commerciaux. Ça nous pousse à vivre de différentes manières. Les villes grecques de l'Antiquité étaient certainement plus petites et plus simples que les nôtres, mais les Grecs et ensuite les Romains ont cette compréhension du fait que l'urbis, la cité elle-même, modèle au moins partiellement la communauté qui y vit. Ce à quoi les individus passent leur temps, leurs priorités, et peut-être même leurs valeurs. Donc ils ne laissent pas les cités grandir de façon chaotique. Et les Romains, qui vont être d'encore plus grands bâtisseurs de villes que les Grecs, reprennent beaucoup de concepts grecs sur ce que la bonne cité doit être. Ils placent à son centre, à l'intersection des deux grands axes de circulation, un espace public, un forum, à proximité duquel on va trouver des services publics, des bains, des toilettes, des basiliques. Évidemment, c'est pratique, mais c'est plus que pratique. Ça crée un sentiment d'appartenance, ça transforme des habitants en citoyens. En plus d'être un lieu d'habitation, un siège administratif et de pouvoir, la ville c'est aussi un dispositif qui exprime un projet de société, ou au moins qui reflète un état de la société.
Ni les Grecs ni les Romains ne vont pousser l'idée jusqu'à essayer de faire de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire essayer de remodeler la société en inventant un type de communauté différent. Mais par contre, même si ce sont des sociétés encore largement agraires, la plupart des gens à l'époque ne vivent pas dans des villes. Ils vont installer l'idée que c'est dans la ville que la société, la civilisation, atteint son apogée, son meilleur, que c'est là qu'elle expose, qu'elle définit ses idéaux et ses normes. Et cette vision, ça va leur survivre. Elle traverse le Moyen-Âge en Europe, une époque où on fonde peu de nouvelles villes. Par contre, là où l'urbanisme prend un essor, au 7e, 8e, 9e siècle, c'est dans le monde islamique. Les différents États musulmans qui succèdent à la grande vague de conquête initiale vont être de grands fondateurs de villes. Et sans doute que la ville la plus importante, créée ex nihilo à cette époque, c'est Bagdad, en Irak. Bagdad, c'est à l'origine une ville fondée sur une vision, un modèle idéal d'harmonie, d'esthétique et de spiritualité. La cité est fondée au 8e siècle pour devenir la nouvelle capitale des Abbassides, la dynastie qui, à cette époque, contrôle la plus grande partie du Moyen-Orient. Elle aurait été construite assez vite, en seulement 4 ans, avec d'énormes moyens, des dizaines de milliers d'ouvriers qui suivent un plan très minutieux et détaillé. La cité originelle est parfaitement ronde. Son diamètre aurait été d'un peu plus de 2 kilomètres. Ça n'est pas immense, mais au premier millénaire, c'est respectable. Et ce cercle était entièrement entouré, surligné, d'un fossé assez large et de 2 murs circulaires, avec 4 portes et 112 tours. Le centre était occupé par le palais, une mosquée et une caserne, donc en fait différentes figures du pouvoir, politique, religieux, militaire. Et autour de ce centre se déployait la cité elle-même, contenue entre le centre et les murs d'enceinte. Ce plan, c'est un exemple de tentative pour créer une cité parfaite, un modèle d'équilibre, symbolisé par la symétrie et la régularité de la forme, mais aussi un modèle de commodité. Ça réduit les distances, un modèle de protection. Le cercle maximise l'espace intérieur qui va être défendu par les murs. Si la ville était carrée ou rectangulaire, il faudrait plus de longueur de mur. Tous ces objectifs convergent dans ce qui doit être une capitale glorieuse pour les Abbassides. Mais très vite, Bagdad va être victime de son succès, et elle va perdre sa forme initiale. En quelques années seulement, la ville déborde déjà de ses limites d'origine, et elle va devenir une des cités les plus importantes du Moyen-Orient, et le rester au moins jusqu'à sa prise par les Mongols au XIIIe siècle. Donc vous voyez que les grands plans urbains, ça n'est pas une nouveauté. Un autre exemple ultérieur, c'est Pékin. Je vous en ai parlé dans l'épisode sur la cité interdite. Cité interdite qui est elle-même déjà un ensemble imposant, mais qui rentre dans un plan encore plus large, celui de la cité impériale, tracé pour organiser et magnifier le pouvoir des Ming. Pour en revenir à l'Europe, cet intérêt pour les plans urbains idéaux ou optimisés va prendre une nouvelle dimension au XVe et XVIe siècle. Parce que jusqu'à cette époque, l'intérêt pour dessiner et construire des villes idéales s'appuyait sur une recherche de perfection ou d'amélioration, aussi de traduction dans l'espace physique d'un ordre social, politique, religieux. Mais ça ne va jamais jusqu'à chercher à refonder la société, à changer ses bases. Cette idée va arriver en fait avec la Renaissance européenne. C'est le moment où la ville idéale rencontre le concept d'utopie sociale. Comme vous le savez, l'Europe va être transformée par le mouvement de la Renaissance, qui éclot en Italie au XVe siècle. Mais ce n'est pas une rupture brutale avec la période médiévale.
parce que la période médiévale est déjà en mouvement elle-même, il y a des évolutions, et ensuite parce que les grandes innovations de la Renaissance, techniques comme la diffusion de l'imprimerie ou les techniques de navigation, géographiques avec les découvertes d'autres continents, médicales, scientifiques, l'engouement pour l'héritage antique, de nouveaux concepts politiques, tout ça va se diffuser progressivement. La Renaissance italienne s'accompagne d'une réflexion sur la politique et l'urbanisme, dans un contexte où l'Italie, à cette époque, est dominée par des cités-États. Ça a sans doute une influence parce que ça implique que dans ce contexte historique, la société idéale et la ville idéale ont tendance à se confondre, ça devient à peu près la même chose. Les grandes villes antiques sont imaginées comme ayant des avenues larges, de grandes perspectives. En fait, la plupart des villes antiques n'avaient pas forcément ces caractéristiques. Mais pour les penseurs de la Renaissance, les modèles, ce sont Rome ou Athènes. Et justement, ces caractéristiques sont éloignées de la ville médiévale, qui est plus anarchique. Elle a des rues étroites et elle n'a pas de plan d'ensemble rationalisé. Au XVe, XVIe, XVIIe siècle, un nouveau type de littérature apparaît dans différents pays, qui expose des visions de ce que pourrait être la société idéale, parfois avec une description de la ville où elle vivrait. En Angleterre, il y a Thomas More, l'auteur de Utopia, Utopie, la description d'une société parfaite sur une île. Et plus tard, Francis Bacon, qui publie un livre appelé La Nouvelle Atlantide. En France, Rabelais s'aventure sur ce terrain. Et en Italie, il y a un auteur appelé Tommaso Campanella. Il publie en 1602 La Cité du Soleil, dans laquelle il décrit une cité idéale, à la fois politiquement et urbanistiquement. Sa ville reflète l'ordre social, économique et politique de sa société idéale. Peu de vraies villes vont être construites sur ces idées, mais il y en a eu, comme la ville de Pienza en Italie ou Palmanova en 1593. Une ville construite sur le territoire de la République de Venise, en forme d'étoile à 9 branches. Palmanova était une cité-forteresse, et la forme en étoile correspondait à des besoins plutôt militaires. Elle était entourée de bastions, qui se couvraient entre eux par leurs angles de tir. Mais au-delà de ses caractéristiques défensives, Palmanova était inspirée par une quête de beauté et de rationalité. En France, il y a la ville de Richelieu, fondée par le cardinal du même nom, le ministre de Louis XIII. Et il y a aussi des exemples dans le Nouveau Monde, où on fonde beaucoup de villes, par définition, parfois avec l'ambition d'en faire des modèles d'harmonie pour une nouvelle société. Par exemple, Philadelphie, fondée en 1681. Elle a un plan en damier, c'est le plus ancien plan en damier aux États-Unis, avec un plan d'origine qui comprend de larges avenues et des parcs. Et ce plan vient main dans la main avec un projet de société. On y garantira la liberté de religion, on abolira la peine de mort pour vol, et on espère que ce projet à la fois légal et urbanistique va produire une société plus humaine, plus heureuse. En Amérique centrale et du Sud aussi, les Espagnols et les Portugais fondent beaucoup de villes, avec des plans en damier et une recherche de rationalité ou de commodité, mais aussi où s'exprime la réflexion sur ce que devrait être le bon urbanisme. Au centre, on trace systématiquement une plaza de armas, autour de laquelle s'affichent les différentes images de l'autorité. L'église, la mairie, la caserne, mêlées aux services publics comme les pompiers ou le bureau de poste, si bien que la vie urbaine elle-même se confond avec l'acceptation de l'autorité. C'est un dispositif très ingénieux,
pratique, mais aussi tout à fait intentionnelle. Au XVIIIe siècle, avec les Lumières, les questionnements sur la nature de la société, la légitimité du pouvoir, comment il doit s'organiser, tout ça va aussi nourrir la réflexion sur la ville idéale. Et les socialistes utopiques dont on a parlé avant se sont appuyés directement sur cet héritage intellectuel. Maintenant, un bon exemple concret de ce type d'idéal au XVIIIe siècle, c'est la saline royale d'Arc-et-Senans, dans le Doubs, en Franche-Comté. Ce projet n'a pas été entièrement construit. À l'origine, il était plus ambitieux. Mais comme pour le familistère de Guise, Arc-et-Senans était un projet de ville construit autour d'un centre de production. Pas une usine, en l'occurrence, mais plutôt une saline. Les sous-sols de la région sont riches en dépôts de sel, et comme je vous en ai parlé dans l'épisode sur l'histoire du sel, encore au XVIIIe siècle, c'est une ressource de base, en plus d'être une source importante de rentrée fiscale. Cette saline est au départ conçue pour faire bouillir de la saumure, extraite du sol, et en récupérer le sel sec. Mais avec le temps, les ressources en bois à proximité vont s'épuiser, et on change le procédé pour le remplacer simplement par des bâtiments d'évaporation naturelle, comme dans les marais salants. L'architecte d'Arc-et-Senans, Claude Nicolas Ledoux, propose un plan d'ensemble dans lequel les distances entre les bâtiments sont optimisées et dont l'organisation spatiale reflète l'organisation hiérarchique et sociale du lieu. Donc au centre, il place la maison du directeur de la saline, de laquelle toute la ville qu'on pense construire autour sera visible. Et ensuite, de part et d'autre de la maison du directeur, on trouve les bâtiments de production, contenant des fours de séchage et des entrepôts pour le sel. Il y a aussi des bâtiments en demi-cercle qui servent de logement pour les ouvriers, les manœuvres, les charpentiers, les tonneliers. Et à chaque intersection, on trouve des bâtiments pour les employés de bureau. Donc toute l'installation est inspirée par un souci de géométrie, de symétrie, d'équilibre et d'esthétique, mais l'architecture reflète aussi l'ordre social et l'importance de l'efficacité. Les unités de production sont placées symboliquement au centre. Rien ne peut échapper au regard de l'autorité, symbolisée par la maison du directeur, et la disposition des bâtiments de production minimise les distances entre les étapes de la production. Donc cette architecture, elle sert à concilier dans une forme de perfection des idéaux d'ordre, d'esthétique, de productivité. Mais justement, comme le palais social de Gaudin, cette architecture rappelle en même temps celle des prisons. Et c'est le paradoxe de beaucoup de ces utopies. C'est dur de ne pas les faire ressembler à des systèmes carcéraux, parce qu'ils sont justement faits pour ordonner et surveiller les comportements. Comme vous le savez, au XIXe siècle, les villes occidentales connaissent une croissance assez effrénée. Et entre leur expansion et les nouveaux moyens de transport, comme le train, il faut les réorganiser. Un bon exemple de ça, c'est bien sûr Paris. Si la ville présente dans beaucoup d'endroits cette unité de style, aujourd'hui, c'est parce qu'elle est en bonne partie reconstruite au XIXe siècle. Il reste beaucoup de bâtiments antérieurs, et aussi certaines rues médiévales, qui ont échappé à la destruction, mais en général, le centre de Paris reflète la vision qu'on a d'une métropole moderne au XIXe siècle. De grandes avenues, qui connectent entre autres les gares, des perspectives qui mettent en valeur les monuments, et là où il n'y a pas encore de monuments, on va en construire spécialement pour ponctuer la ville. On dégage aussi des parcs publics, quelque chose de presque absent dans la ville médiévale. Des plans similaires ont existé à Londres, mais la différence c'est que la France est sous le Second Empire, quand Paris est reconstruite. Pendant une vingtaine d'années, la France a un régime autoritaire qui peut forcer les expropriations et se permettre de faire de la capitale un chantier à ciel ouvert pendant presque toute sa durée.
À Londres, ça s'avère politiquement impossible. Et donc bien sûr, Londres va aussi beaucoup changer, mais son plan n'est pas modifié aussi radicalement. Je vous raconte ça parce que c'est exactement pendant ce type de grands travaux que la notion d'urbanisme va apparaître au XIXe siècle. C'est aussi à cette époque qu'on invente le terme urbanisme. Ça devient une discipline à part entière qui va initier une réflexion beaucoup plus poussée pour théoriser ce qu'est une ville. Par théorisation, je veux dire qu'on va analyser les différentes fonctions urbaines. Habiter, produire, échanger, se déplacer. Et ces catégories sont des clés pour comprendre comment et pourquoi on va construire et transformer les villes au XXe siècle. Les villes d'un monde devenu complètement industriel. Est-ce que les différentes fonctions, résidentielles, productives, commerciales, doivent être séparées ou mélangées? Comment est-ce que les gens vont se déplacer dans et vers l'extérieur de la ville? Comment est-ce que les villes vont être connectées entre elles? Est-ce qu'il faut mélanger ou séparer les classes sociales? C'est autour de ce type de questions que va évoluer l'urbanisme au XXe siècle, avec des réponses différentes. Encore une autre parenthèse, mais rien que pour vous faire une idée du degré de transformation des villes, des grandes villes, essayez de penser comment vous pourriez y entrer ou en sortir simplement à pied, comme on l'a fait pendant des millénaires. C'est devenu très difficile pour les grandes villes. Elles n'ont pas d'accès piétonnier. Pour y rentrer, il faut se déplacer presque comme un intrus, traverser des champs ou des zones industrielles, suivre des voies ferrées, longer des autoroutes qui sont interdites aux piétons. C'est-à-dire que les villes de notre époque sont physiquement assez coupées de leur environnement. Du moins, on ne peut pas les quitter ou y rentrer sans des moyens de transport modernes. Mais on va explorer tout ça dans la deuxième partie. On y parlera de l'urbanisme des XXe et XXIe siècles, du travail d'architectes comme Le Corbusier, du modernisme, on ira de la région parisienne à Brasilia, et vous verrez que c'est absolument passionnant. Mais pour le moment, c'est la fin de notre épisode pour ce soir. Si vous n'avez pas encore sommeil, vous pouvez choisir un autre épisode de la Bibliothèque des rêves et partir pour une autre aventure. Ou alors vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour. D'ici là, dormez bien. Faites de beaux rêves. Au revoir.